Le Congrès des maires de France l'a confirmé la semaine dernière. Les élus locaux s'inquiètent pour leurs finances publiques. De son côté, un rapport sénatorial arrive aux mêmes conclusions. Plusieurs communes, intercommunalités ou collectivités vont sombrer dans le rouge. Explication avec Alexandre Raymond. Ce maire n'est pas un élu tout à fait comme les autres. Bonjour, ça va ? Il y a une semaine, Azzedine Taïbi fermait sa mairie de Stein en Seine-Saint-Denis pour se mettre en grève. Sur la façade, une banderole en témoigne encore. Les raisons de sa colère, la commune a vu fondre ses dotations de l'État. Sur 2 ans, 16% de budget en moins. Dans une ville où les besoins sont énormes pour la population, en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de culture, en matière de sécurité, et à un moment où le gouvernement fait le choix de réduire les dotations de l'État, il le fait à un moment où justement les besoins sont quand même beaucoup plus importants. Au Congrès des maires de France, la semaine dernière à Paris, c'était la même inquiétude pour les élus locaux. Un rapport sénatorial confirme leurs craintes en matière de financement. 600 communes risquent d'être déficitaires dès l'année prochaine, notamment à cause de la baisse de 3,7 milliards d'euros de la dotation de l'État. Avec ses conséquences, moins d'argent pour investir et à terme, réduire le personnel territorial. Est-ce que vous croyez que c'est quand on vous prévient 4 mois avant que vous pouvez prévoir vos investissements, que vous avez des charges de fonctionnement qui sont pérennes? Ces charges de fonctionnement se font avec des personnels à statut. Vous ne pouvez pas varier la masse salariale. L'État étant coincé, se sert des collectivités locales comme d'une variable d'ajustement. Alors que si on était, comme dans beaucoup de pays qui nous entourent, en position de dialogue et de gouvernance globale des finances publiques entre tous les acteurs, il y a longtemps qu'on aurait intégré ces éléments et qu'on travaillerait ensemble et que les collectivités locales n'auraient pas l'impression de subir un diktat. Selon Bercy, le constat est sévère. Les dépenses des communes se sont envolées. De 200 milliards d'euros en 2009, on est passé à plus de 217 milliards en 2013. Une hausse liée à l'explosion de la masse salariale. Sur 10 ans, l'augmentation des effectifs est de 145% dans les intercommunalités et de plus de 12% dans les communes. Des économies s'imposent donc pour les collectivités locales. Pour le gouvernement, cela passe par la réorganisation du millefeuille territorial. 13 régions au lieu de 22, les grandes métropoles, des intercommunalités renforcées et une redéfinition des compétences et des richesses entre tous les acteurs locaux. Il peut y avoir des coopérations entre les communes, les intercommunalités, les régions, les départements pour voir comment on fait mieux en mutualisant des moyens. Parce qu'aujourd'hui, si on est très franc par rapport à nous-mêmes, on peut avoir un discours où les maires n'ont pas de problème, les intercommunalités non plus, ce qui n'est pas vrai. Aujourd'hui, vous avez de l'hyper-richesse qui parfois côtoie de l'hyper-pauvreté. Un grand débat, celui des compétences, attend les collectivités territoriales. C'est la réforme du gouvernement la plus attendue et la plus compliquée qui arrive au Parlement début 2015. Catherine Procaccia, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice UMP du Val-de-Marne et vous suivez depuis des années le dossier de la sécurité sociale étudiante, appelée mutuelle étudiante. Elles sont deux à se partager ce marché, les mutuelles régionales comme la SMEREP et la LMDE. Et vous avez fait passer une proposition de loi le 18 novembre qui vise finalement à totalement réformer ce système qui ne fonctionne pas. Nous avions, avec mon collègue Ronan Kerdraon, socialiste, rédigé un rapport qui avait été approuvé par toute la commission avec un certain nombre de propositions pour mettre fin à plein de dysfonctionnements qui se traduisent par le fait que les étudiants mettent des mois pour avoir la carte vitale, sont mal remboursés, mais surtout ne peuvent pas joindre les mutuelles, en tout cas un certain nombre des mutuelles étudiantes, par téléphone, et il n'y a pas de véritable suivi d'assurés. Donc en plus, cette délégation se passe mal, ils perdent de l'argent, ils sont au bord de la faillite. En tout cas pour la LMDE. Pour la LMDE, il y a aussi 900 000 étudiants. Il y a aussi quelques mutuelles régionales qui ne vont pas très bien, puisqu'il y a deux réseaux concurrents, ce qui est quand même absolument aberrant pour un régime de sécurité sociale obligatoire. Les deux groupes de mutuelles se font la guerre pour obtenir des étudiants, puisque chaque année, ils vont recevoir
à l'époque de 53, maintenant 50 € uniquement parce qu'ils vont avoir un étudiant à gérer. Donc il y a une concurrence des frais de marketing. Ça représente à peu près 90 millions d'euros d'ailleurs que l'État reverse aux mutuelles étudiantes. Voilà, tout à fait. Donc l'idée est trop simple pour l'administration française, c'est de dire l'étudiant, quand il devient étudiant, il reste au même régime. Pas besoin de nouvelle carte vitale, pas besoin de nouveaux dossiers, tout est très simple, mais par contre, il est indépendant, c'est-à-dire qu'il recevra son décompte maladie chez lui, quelle que soit son adresse, à son nom, et il n'y a pas de problème d'autonomie par rapport aux parents. Est-ce que vous pensez que ce texte va être voté à l'Assemblée nationale ? Je le dis clairement, j'ai pris contact avec Valérie Pécresse, ancienne ministre de l'Enseignement supérieur, pour voir si elle accepterait de défendre ce texte à l'Assemblée nationale. Et si on veut que les étudiants soient mieux soignés, faudrait-il déjà qu'ils puissent être remboursés rapidement et facilement. Très bien, en tout cas on va suivre ça, puisque le texte repassera certainement après au Sénat. Merci Catherine Procaccia d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci. Un autre sujet débattu ici au Sénat, mi-novembre, sur l'hyper-ruralité, qui rappelle tout simplement que lorsqu'on est maire ou à la tête d'une communauté de communes, il est parfois difficile d'exister. Nous sommes allés dans l'Orne, vous allez voir, un maire qui se bouge pour faire vivre sa commune. Un reportage de Michael Spitzberg. Ici, impossible de téléphoner, une absence de signal qui frappe en arrivant. Nous sommes à Camembert, dans l'Orne, en Basse-Normandie. Là, 19 communes regroupées en communautés abritent quelques 8000 habitants privés de transport public entre elles. Un vrai casse-tête pour la présidente de l'intercommunalité. Les gens sont assez éloignés les uns des autres. Les endroits où il y a de l'emploi sont essentiellement le Sap et Vimoutier. Donc on comprend bien qu'il faut se déplacer pour venir travailler. Il faut se déplacer pour venir dans les commerces. La présidente s'est donc battue pour obtenir une subvention afin de permettre la mise en place d'un service de transport individuel. Du bricolage, tant rien n'est fait pour prendre en compte la spécificité de ces territoires. On essaye de nous dire, mais regroupez-vous, habitez tous dans la même ville, il n'y aura pas de réseau, il n'y aura pas de route à entretenir. Mais ce n'est pas ça le monde rural. Le monde rural, c'est justement cette dispersion que certains recherchent. Et ça demande de la part des élus, effectivement, de se battre. Le dynamisme, c'est aussi lui, Guy Romain, maire de Vimoutier et conseiller général de l'Orne. Sa ville, il la rêve comme une vaste zone commerciale, preuve de sa vitalité. Alors, voir un commerce fermé, ça lui est insupportable. Ce qui pleut sur l'un dégouline sur l'autre, c'est toujours ce qu'on dit. Et donc, quand il y en a un qui ferme, malheureusement, ça se répercute sur les autres. Mais quand il y en a un qui ouvre, c'est un avantage pour les autres. Mais le maire n'a pas que la bosse du commerce. Pour assurer l'activité dans sa ville, la mairie subventionne près de 80 associations, aussi bien sportives que culturelles. L'offre médicale a aussi été soignée. Depuis 2008, la désertification a été anticipée. Sur les 7 médecins que compte la ville, 4 sont étrangers, comme cette médecin généraliste belge. Mais Guy Romain a aussi une vision stratégique à long terme pour sa ville, qui s'appuie sur l'intérêt des seniors pour la région. Il a ainsi tout fait pour que cette maison de retraite s'installe sur sa commune. C'est plus de 50 emplois, et notamment des emplois féminins, c'est très important. En plus, c'est une maison de retraite qui attire des résidents de la région parisienne, donc un bon pouvoir d'achat, et c'est très enrichissant pour notre économie locale. Emploi, transport, télécommunications, les combats sont les mêmes dans toutes les zones hyper-rurales. Avec 26% du territoire et 5% de la population, elles ont le sentiment d'être le parent pauvre de la politique territoriale. C'est le constat d'Alain Bertrand, auteur d'un rapport qui sonne comme un signal d'alarme. Une espèce de sentiment que certains deviendraient des sous-citoyens. Par exemple, pour aller à un distributeur de billets, il va falloir 10 km bientôt. Internet, c'est non. Le téléphone, il faut en avoir 5 dans la poche. Les études des enfants, c'est à 300 km. La décentralisation, on a tout concentré dans les capitales régionales, les métropoles ou les grandes villes. Et nous, on regarde passer, On regarde passer la caravane avec un signal républicain qui s'éloigne, qui s'estompe. Une impression renforcée avec la baisse des dotations d'État. Une nouvelle contrainte que les élus ruraux devront compenser par leur bon sens, estime le président de la Commission des affaires économiques du Sénat. C'est pas parce qu'on a moins de moyens qu'on va baisser les bras. Voilà, c'est clair. Moi, je suis persuadé que le monde rural est peuplé de personnes qui ont vraiment l'intelligence de trouver le meilleur rendement à l'argent public. Seule satisfaction pour les ruraux, dans le Big Bang territorial annoncé par l'Élysée, leur département devrait être conservé.
C'est la fin de ce rendez-vous, passé ici avec vous au Sénat. Merci en tout cas de l'avoir suivi. Pour l'actualité parlementaire, on se retrouve mardi, mercredi à l'Assemblée, jeudi au Sénat pour les questions au gouvernement, en direct à 14h55 comme toujours. D'ici là, bon après-midi sur France 3. Au revoir.